Ce podcast est soutenu par notre partenaire, l'entreprise familiale Léa Nature, qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception, avec des marques de beauté comme SoBioéthique, les soins aux actifs précieux, en symbiose avec la peau, vendus en grande et moyenne surface, ou Eau Thermale Chonzac, les soins bio-affinitaires, même pour les peaux très sensibles, à l'eau thermale, vendue en para, en pharmacie et magasins bio, ou la toute nouvelle et très jolie marque, la source Eau Thermale Rochefort, le soin dermo-botanique certifié bio à l'eau thermale florale. Un immense merci à Léa Nature. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Victor Hugo disait « Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. » Et je pense que mon invitée du jour ne dira pas le contraire. Grande amoureuse de la vie de l'humanité, elle est déjà passée au micro de Métamorphose, évidemment, pour parler de la voix de l'amoureux à plusieurs reprises. Et je la retrouve aujourd'hui avec joie pour son tout nouveau livre « Rituel d'énergie » qu'elle a coécrit avec Stéphane Jolin, naturopathe, et dans lequel elle nous livre 21 rituels, 21 saints et saints secrets pour mieux vivre et aligner son corps et son âme en conscience. Aruna Lipschitz, bienvenue dans Métamorphose. Merci et ravie d'être là. Alors je suis ravie de te retrouver. Tu sais que nos podcasts sont toujours un grand succès. Alors aujourd'hui, on ne parle pas forcément de portail énergétique, parce que la dernière fois qu'on s'était retrouvés, c'était à l'occasion de grands moments clés comme ça aussi au niveau astrologique. Cette fois-ci, c'est à l'occasion de ce nouveau livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie tous les deux d'écrire ce livre de rituels? D'abord, c'est venu de chez moi, tout bêtement. C'était la demande. Les éditions Lotus et l'éléphant m'ont demandé un bouquin. J'avais pas envie. Bon, bref. Et puis tout d'un coup, j'étais en contact avec Stéphane parce que il me suivait pour des soins esthétiques. Oui, holistique aussi. Holistique, hein. voilà, holistique. Et on commençait un petit peu à s'approcher, à parler, et puis à se confronter. Donc c'est quand commence un peu le questionnement. Et là, ça m'a un peu interpellée. Ça m'a interpellée sur le fait, je dis souvent, il m'a interpellée sur le bon usage du corps pendant que je l'interpellais sur le bon usage de l'âme. Je trouvais que lui s'occupait beaucoup du corps et que peut-être il n'y avait pas toute cette cohérence qu'il fallait avec l'âme et l'esprit. Et moi, bien sûr, l'âme et l'esprit, ça va bien, mais le corps, honnêtement, j'ai pas le temps, quoi. Ouais. J'ai pas le temps. Et c'est vrai, je dis souvent, j'ai un très bon karma. Et je me suis rendu compte de ça avec lui en commençant à frotter ma pensée avec la sienne, ou en tous les cas en écoutant ses interpellations sur je sens rien de ce qu'il faut manger ou pas manger. Oui. Et c'est vrai, et c'était vrai, enfin je dirais, et c'était vrai. Et je me suis rendu compte que dans ma vie, j'ai toujours eu les gens qu'il fallait au bon moment pour s'occuper de moi. J'ai considéré ça comme un cadeau, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais c'était toujours là. Donc, je me disais, le ciel, il est gentil avec moi. J'ai pas le temps. Sauf que, là, avec la rencontre avec Stéphane, ça m'a confrontée. J'ai été obligée de me poser des questions. Enfin, je suis arrivée au moment où je me suis posé des questions là-dessus, en disant, c'est quoi cette conscience corporelle que j'ai, hein. J'ai été prof de yoga, etc. J'ai une conscience corporelle comme il faut. Oui. Mais pas dedans, pas du corps dedans, de l'intérieur de la peau. Et c'est vrai que ça va. Et puis même, je dis, j'ai développé un petit mépris très évident sur tous les gens qui passent leur temps à se demander ce qu'ils sentent quand ils mangent une pomme ou une poire. Donc c'était pas mon truc. Et petit à petit, en faisant, alors du coup, j'ai eu l'idée du bouquin parce que comme on se confrontait, qu'on parlait beaucoup et qu'on me demandait ce bouquin, j'ai dit pourquoi pas pour une fois faire un dialogue. De toute façon, j'adore les dialogues. Je trouve que les spiritualistes ne se parlent pas assez et ne sont pas assez en réseau et que c'est une des raisons pour laquelle le monde va pas si bien. Mais ça, c'est une parenthèse fermée. Oui. Et donc, je me suis dit, j'aime bien faire des dialogues. Je vais commencer à faire ce dialogue avec lui sur la fameuse coupure du corps et de l'esprit. qu'on connaît depuis très 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 longtemps. Et on sait bien que pendant un temps, travailler pour l'esprit, c'était flageller le corps, les ascèses, pas le sentir, enfin, et puis je parle pas de la chasteté, enfin,
la coupure entre le haut et le bas, le ciel, la terre, voilà, la matière et notre esprit. Oui. Donc ça m'a titillé. Et on est arrivé à cette idée que lui me dise les trucs de base, parce que l'autre truc qui m'énerve grave, c'est tous les naturopathes qui se contredisent les uns les autres. Il y en a un qui dit ça, l'autre il dit le contraire. Puis pas que chez les naturopathes, non, dans l'alimentation en général. Dans l'alimentation, ouais. C'est dramatique, Ouais. c'est dramatique. Et tout le monde a l'air d'avoir raison, comme toujours. Et le pauvre kidam, là, le consommateur, il sait plus où donner de la tête et qui croire. Il faudrait donner une confiance aveugle à quelqu'un, voilà, bon. Donc ça m'embêtait aussi beaucoup. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu arriverais à me donner les rituels de base d'une journée, une seule journée où on s'occupe d'un RMI, enfin, de manière normale, pas fanatique, de son corps. Et ça, c'est les trucs de base. Oui. Et donc, il m'a développé ce bout-là. J'ai pratiqué, parce que moi, je ne dis rien qui ne soit pas chair et os, par contre. Oui. Donc, tant que j'ai pas vécu le truc, voilà. Donc, j'ai pratiqué des choses, j'ai compris des choses. Et puis là, je me suis dit, mais moi, ça m'intéresse pas juste. C'est quoi la différence, ma différence là-dedans? Et ma différence, c'est clair, c'est que j'ai compris que moi, j'y mets une pensée puissante dans tout ce que je fais. La conscience corporelle, je l'ai. Et que si j'ajoute ça à une discipline de base, et que je lâche mon mépris, et que je commence à m'occuper de moi avec amour, allez, pour prendre un mot galvaudé, mais en tous les cas en honorant la chose et pas en la prenant de haut, il allait se passer quelque chose. Et ce livre est devenu mon expérience d'ouverture à ce que j'ai appelé un éveil de conscience viscérale. Et c'est pas de la blague. C'est-à-dire que j'ai vraiment, à un moment du processus du livre, vécu comme un éveil de conscience. Bon, j'avais vécu l'éveil de conscience spirituelle en Inde. Oui. Bon, on connaît mon parcours en général. J'ai pris la robe orange. Après, j'ai lâché la robe orange pour connaître l'éveil de conscience du cœur, de l'altérité, de l'autre. Et bien là, il m'en manquait un. Et ça a été vraiment une surprise. C'était un vrai éveil de conscience viscéral. Je suis rentrée en contact avec mes viscères, avec mes intestins. Et à partir de là, j'ai retrouvé ce sens de moi, de ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire, j'ai quitté la dépendance au savoir de l'autre. Oui. Et c'est énorme. C'est pour ça que je dis que mon livre, c'est presque un manifeste politique. Parce que, outre que c'est d'amener de la beauté dans le monde, c'est aussi retrouver son autonomie par rapport au savoir de l'autre. Et voilà. Donc c'est comme ça que le bouquin est arrivé et que j'ai mis toute mon idée d'écriture dans ça. Alors, évidemment, maintenant, c'est trop tard. Ça s'appelle Rituel d'énergie. Je l'aurais bien appelé aujourd'hui Rituel et conscience. Ah oui. Alors moi, c'est étonnant ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai vécu ça aussi dans mes viscères suite à une longue mononucléose il y a à peu près une quinzaine d'années, ou peut-être même plus, où j'ai été, entre guillemets, sauvée, presque, on peut le dire, par la naturopathie, effectivement, par une alimentation extrêmement rigoureuse et saine, où j'ai senti comme toi. Je me souviens de cette expérience, ça fait un peu perché quand je raconte ça, mais où je prends du pollen frais de cystes congelés, ensuite qu'on décongèle, et je sens toutes mes cellules qui, comme si elles sautillaient de joie, tellement elles sont heureuses d'avoir cet aliment dans leur corps. Et c'est vraiment une expérience très particulière qui m'est tombée dessus. Je sais exactement de quoi tu parles, mais tu vois, je vais dire quelque chose qui ne va pas être politiquement correct peut-être, mais le paradoxe, tu parles du fait que c'est venu d'une maladie. Eh bien, figure-toi que moi, j'avais cru que j'avais retrouvé cette conscience viscérale, mais ce n'était pas à ce point-là, mais quand ça vient de la maladie, ça vient quand même d'un élément extérieur. Mais figure-toi qu'il y a 20 ans maintenant au Canada, j'ai eu une maladie auto-immune, enfin je l'ai toujours, mais on m'a diagnostiqué, enfin je la fais courte, mais genre une greffe de foie ou rien, où vous allez mourir. Bon, d'accord, bon. Alors je ne parle pas de tout le parcours avec la maladie, etc. Mais il y a eu un moment où j'ai rencontré un homme qui s'appelait D'Adamo, celui qui a fait les sanguins, là, les groupes sanguins. Ah oui. Mais le père, pas le fils qui a fait le livre et tout. J'ai rencontré le père et il m'a sauvé la vie. Enfin, j'estime il m'a sauvé la vie. Donc, il était aussi naturopathe, enfin, médecin avec son histoire des groupes sanguins. Et quand je suis allée le voir, quand on m'a diagnostiqué cette maladie auto-immune en me disant greffe de foie garantie, et j'ai dit je vais chercher des voies parallèles, je suis tombée sur lui, comme par hasard, ce fameux hasard qui n'existe pas. Il m'a pris ma petite goutte de sang, et il m'a dit, je veux bien vous soigner à une seule condition, que vous mangiez des protéines matin, midi et soir. J'étais végétarienne à l'époque depuis 15 ans. Il m'a dit, le pire régime pour vous,
c'est d'être végétarien. Parce que les céréales chez vous se transforment en alcool. Et donc j'ai fait une maladie auto-immune liée au foie, voilà. Comme si j'étais alcoolique. Ah oui, comme une cirrhose, quoi. Comme une cirrhose, pas comme si, ça s'appelle une cirrhose biliaire primitive, voilà, bon. Mais, alors j'ai dit, manger du protéine matin, midi et soir. Donc j'ai commencé les œufs, le fromage, enfin je te dis pas, le poisson, et au bout d'un moment, je voyais un poisson de loin. Et un jour, je suis au restaurant avec ma sœur et mon beau-frère. Je regarde la carte et j'en peux plus de voir poisson, et je vois des côtelettes d'agneau. Et dans ma petite tête, je me dis, l'agneau sacré, l'agneau pascal, l'agneau, la symbolique de l'agneau, l'agneau crucifié, enfin voilà. Immolé, etc. Voilà, et je me dis, si je mets cette conscience avec cette côtelette d'agneau, je vais la manger d'une manière sacrée. Et j'ai commandé une côtelette d'agneau. Eh ben, ce que tu décris là sur ton corps, je l'ai connu avec une côtelette d'agneau à l'époque. Ce qui veut dire, pour revenir à l'histoire des régimes, etc., ce qui compte, c'est ce qui est juste bon pour nous à un certain moment. Et même avec Stéphane, d'ailleurs, pendant le processus du livre, à un moment, il m'a dit, c'est juste pour toi de manger de la viande. Mais il faut que ce soit... Et j'ai mis de la conscience dans mon père. Après la guerre, a été sauvé par un boucher, un ami à lui boucher, qui l'a pris dans sa boutique. Oui. Et je me souviens, toute petite, je voyais tous les trucs de viande sur les devenir cachère, parce que c'était une boutique, la boucherie cachère, être salée et tout ça. Ça fait partie de ma vie, de mon enfance. C'est ce qui a sauvé mes parents, quelque part, après la guerre. Et pendant un moment, j'ai remangé de la viande dans cet esprit-là, avant de recommencer mes légumes et tout ce que Stéphane me recommandait. Et j'ai réussi à trouver le mélange qui est juste pour moi. Et c'est ça le plus important. Mais il faut que cette conscience viscérale se réveille. Donc elle s'est réveillée une première fois par la maladie, mais ça c'était presque par hasard. Et là, je l'ai vécu en conscience grâce à ce livre. Et maintenant, je peux l'accompagner en conscience. Je sais ce que c'est de sentir de l'intérieur de la peau. C'est pour ça que vous parlez tous les deux, Stéphane et toi, de saint S-A-I-N-S et saint S-A-I-N-T-S, rituel. Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Ah ben, c'est la notion, c'est le sacré qui met la cohérence entre l'esprit et le corps. On peut faire avec le corps, c'est chacun sait ce qui est juste pour lui. Mais que ce soit juste ou pas juste, s'il n'y a pas de sacré, ce sera jamais lié à l'esprit. Et la mission du corps, pour moi, c'est de révéler, de manifester les splendeurs de l'esprit, c'est-à-dire la puissance de la lumière intérieure qui est la nôtre, une lumière qui se manifeste sous forme de savoir, de pouvoir. On sait qu'on peut. C'est la vérité, quoi. C'est quelque chose qui touche à la vérité. Et le corps qui manifeste ça, c'est pas grave s'il mange de la viande de temps en temps. Voilà, c'est mon avis personnel. Alors, de ces 20 rituels qu'il y a dans ce livre, lequel est ton préféré, celui qui t'a fait le plus de bien, finalement, et pourquoi ? Dans le petit teaser, alors on va parler après du rituel du matin, parce que tu en as parlé dans le teaser, mais tu as parlé aussi de la clamate. J'ai parlé de la clamate parce que ça, c'est l'histoire du verre, et que ça a été toute une ça a symbolisé la clamate, ma réconciliation avec la nature. Et tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ah une algue verte, enfin c'est manger du verre, quoi. La chlorophylle. Bon, là, Stéphane en parlerait 1000 fois mieux que moi. Je suis pas rentrée dans la partie érudite de son affaire. Mais ce que je sais, moi, j'ai rajouté la conscience à chacun des rituels, j'ai rajouté la symbolique, le contact avec son âme, comment on peut y rajouter une conscience. Et pour moi, quand il a commencé à me dire de la clamate au début 8 par jour, plus du jus d'herbe, plus des légumes verts, me remettre au vert, ça a symbolisé vraiment cette réconciliation profonde que j'ai faite avec la nature. Je vis maintenant quasiment tout le temps à la campagne, j'ai fait un potager, je suis devenue rustique. Et ça me va très bien. Et ces aliments-là, par exemple, quand je viens à Paris et que je prends ma clamate, je me dis, j'ai un bout de campagne avec moi. Oui. Alors la clamate, elle ressemble un petit peu à la spiruline. Oui, on peut parler aussi de spiruline dans tous ces alicaments verts, quoi. C'est ça. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, moi je sais que j'ai été très très grande consommatrice aussi de clamate pendant des années. Ça me faisait beaucoup de bien. Ouais. C'est important de mettre du vert à l'intérieur de soi. Alors comment est-ce qu'on met justement un supplément d'âme quand on fait ces rituels, puisque toi c'est ta partie? C'est le petit bout que j'ai mis dans le livre pour chaque rituel, le plus pour l'âme, et donc pour chaque rituel que proposait Stéphane, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais moins, il y en a que j'avais déjà pratiqué. Et je méditais, je demande, j'ai mes petites voix intérieures, je demande, et j'ai eu pour chacun
la bonne pensée, la pensée juste, l'état d'âme correct avec lequel prendre ou faire ce rituel. Et par exemple, puisque tu me demandes, parce qu'on dit tu ou... Oui. On se dit tu. En fait, on fait comme dans la vraie vie. Oui, d'accord. Alors, puisque tu me demandes celui qui m'a... Au début, quand j'ai fait le bouquin, celui qui m'a vraiment plu, c'était celui du gant douche, du bain de bouche à l'huile de sésame. À l'huile de sésame. J'avais déjà pratiqué, j'avais trouvé ça assez dégueulasse, mais bon, je l'avais pratiqué, je trouvais ça bien, voilà, sans plus. Et quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux y mettre de plus pour faire ça autrement. Ouais, parce qu'en fait, on purifie la bouche pour expliquer avec de l'huile de sésame qu'on malaxe, hein, c'est ça. Et ça ôte toutes les toxines, et on le malaxe, on le garde 10 minutes dans la bouche, puis après on le crache, et on nettoie toutes les toxines. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux rajouter? 10 minutes, bon, d'accord. C'est long et fastidieux. C'est long, c'est pas agréable complètement au goût, et puis, bon. Et alors, quand j'ai demandé intérieurement et tout, et que j'ai trouvé que c'était lié à la purification de la parole, ce qui est d'ailleurs dans les textes traditionnels, ils le savaient déjà en Inde, que c'est lié à la purification de la parole, et que j'ai compris qu'on pouvait nettoyer quelque chose dans notre façon de communiquer, qu'on pouvait nettoyer sa bouche, la mauvaise langue, ce que j'appelle, parce que officiellement on se gratte la langue après, ça nettoie la langue, mais la langue, ça me renvoyait à mauvaise langue, être une mauvaise langue. Et la calomnie, c'est une des choses les pires. La rumeur, c'est quelque chose qui peut faire un mal dramatique. Et que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. On a tous une tendance de temps en temps à dire ce petit mot pas sympathique sur quelqu'un ou quelque chose qu'on juge un peu trop vite. Oui, puis la langue, toi, ça te ramène aussi. Toi, tu es une linguiste, hein, tu es docteur, je crois, en sémantique, c'est ça ? Donc il y a vraiment quelque chose en plus très important sur le langage. Sur le langage, c'est quand même la dignité, la gloire de l'être humain. Et ce qu'on fait de la parole, devenir responsable de ce qu'on fait de la parole et méditer là-dessus pendant 10 minutes avec l'huile de sésame, ça a tout changé pour moi. Et si par hasard j'avais quelque chose sur l'estomac contre quelqu'un, alors là j'avais même quelque chose de très précis. J'ai quelque chose de très précis le matin à faire. Et je me nettoie vraiment des malentendus, je me nettoie vraiment au niveau de la bouche. Ça fait partie aujourd'hui de mon rituel spirituel de purification de ma parole. Tu arrives à le faire presque tous les jours ? Presque. Ouais. Et en tous les cas, pendant le livre, j'ai fait tous les jours. Ouais. Et moi, je l'ai fait en temps de jeûne. Quand j'avais fait un jeûne long, c'est vrai, quand on fait du jeûne, on pratique beaucoup ce bain de bouche. Ouais. Parce qu'on dégage plein de toxines qui s'accumulent sur la langue pâteuse. Tu rappelles aussi souvent cette idée de la joie d'être en vie. Bon, ça, tu sais que ça, c'est un de mes dadas. C'est l'histoire de guérir de la nostalgie de l'ailleurs et d'être content d'être en vie. Et c'est vrai que pour moi, la beauté, puisque ça reste quand même un des thèmes, c'est un axe principal de ce bouquin, c'est que derrière le bien-être, derrière la quête de santé, même la santé physique, derrière, s'il n'y a pas la quête de la beauté, on plafonne dans le bien-être, on plafonne même dans la santé. Ça va marcher, mais ça va pas s'expandre, ça va pas prendre une place dans la globalité de l'être. Donc la beauté reste capitale. Et comprendre que derrière cette quête de santé, de bien-être, il faut se poser des questions sur la beauté, c'est important. Et pour moi, la beauté, c'est vraiment c'est les forces de la lumière intérieure, la lumière, le feu, qui met du feu dans nos yeux, des petits lutins dans nos yeux. C'est la chaleur, le parfum d'amour qu'on peut dégager, mais c'est la vivance. C'est cette vitalité. Alors, beaucoup de gens cherchent juste ça quand ils cherchent la santé et le bien-être, d'être en forme. Oui. Mais moi, je parle de cette vivance qui est cette joie d'être en vie. Et ça demande un long processus de guérison de la nostalgie d'ailleurs. Donc, ça prend du temps jusqu'à ce que cette partie de la lumière se manifeste dans le corps et dans notre matière, qu'on dégage ce que j'appelle cette vivance. Oui. Et que ça donne envie aux autres d'être en vie, qu'on nous envie, d'être en vie. Ça prend du temps. Est-ce qu'il y aurait des rituels ou des protocoles qui pourraient justement aider pour aller mieux quand parfois on voit plus de sens, il n'y a plus d'envie, plus de goût à la vie? Tu parles de manière hors bouquin là, de manière générale. Oui, parce que c'est quand même aussi ton grand thème. C'est rigolo parce que ça risque d'être le thème de mon prochain bouquin. Je suis en négociation, je ne peux pas en parler, mais sur vraiment ça, parce que je crois que c'est capital. Et ta question, là, elle est capitale, on y reviendra du coup, parce que on refera un podcast, je suis dedans. Oui, mais là, ça va prendre du temps, mais je suis vraiment dedans, et si on peut aider, et surtout dans cette période,
dans cette période où on a toutes les raisons de s'en prendre plein la gueule pour devenir, qu'on le veuille ou non, parce que c'est la manipulation qu'on a sur nos cerveaux nous rend léthargiques, nous rend par moments hébétés. Oui. Même Ça les nous gens les hypnotise, plus... quoi. Oui, il y a un côté hypnotique, c'est fait pour. Hein. Si on analyse les méthodes utilisées, c'est fait pour. Un jour une bonne nouvelle, un jour une mauvaise nouvelle. C'est fait pour que le cerveau disjoncte. C'est connu, les méthodes. La peur, enfin bref. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on arrive à garder ce centrage de l'envie d'être en vie et de travailler pour la puissance de vie et la beauté de la vie à venir, parce que de cette crise, il va sortir quelque chose de beaucoup plus beau. Alors tu me demandes quoi ? Eh bien là, quand même, je pense que même les rituels de respiration sont les plus importants. C'est vraiment de se recentrer, de se recentrer. Et puis je te dirais un autre truc, c'est pour ceux qui peuvent, c'est se brancher au fait que Dieu est amour. Il faut revenir à ce synonyme entre le divin et l'amour. Mais pas dans une théorie métaphysique. C'est respirer le contact avec cet amour intérieurement. Je crois que c'est... Tu parles aussi beaucoup justement et Stéphane aussi, de la respiration. Hors antenne, on disait que Métamorphose, on a fait une longue série avec Jean-Marie Desfossés aussi sur la respiration et sur la cohérence cardiaque. C'est vrai que moi, c'est des sujets qui me passionnent parce qu'il y a vraiment là quelque chose, on parle du souffle divin aussi. Tout à fait. Et là, il y a au moins 3 rituels qui vont... Ça m'était très important. Donc, parmi les rituels de base, il y en a au moins 3 sur la respiration, la cohérence cardiaque, la respiration alternée et ma fameuse petite respiration au commencement du réveil. Donc, on a au moins 3 rituels parmi les 21 qui sont la respiration. Et oui, c'est capital, parce que l'inspiration, ça veut quand même dire ce que ça veut dire être inspiré. Inspiré, ça veut dire que l'esprit entre en nous. In, spirit, l'esprit entre en nous. C'est ça, une inspiration. Quand on dit « je suis inspiré », il y a un petit esprit qui est passé par là pour nous inspirer. Pour le meilleur ou pour le pire, mais pour nous inspirer. Et donc, ça veut dire qu'on peut utiliser l'inspiration pour recevoir. Parce qu'en fait, tu me demandais la clé pour aller mieux. C'est se souvenir du fameux « demandez et vous recevrez ». Oui. Demandez et vous recevrez. Et ça, c'est capital. Et pour demander, on peut le faire par l'inspiration. J'inspire ce que je veux, ce dont j'ai envie. Alors, en se bouchant une narine, comme tu le montres, là, parce que vous voyez pas Aruna, mais effectivement, elle faisait le protocole, là. Oui, on bouche une narine, par exemple la narine gauche, on inspire par la narine droite et on sait que ça croise avec le cerveau. Donc, le cerveau va être nourri par ce qu'on inspire, par ce qu'on demande à travers notre inspiration. On peut tout demander. On peut demander quelque chose de particulier pour sa santé, on peut tout demander. Tout est dans l'air. Tout est là. Dans les plans éthériques, tout est dans l'air. Donc si j'inspire, alors je demande la bienveillance ou des qualités, on peut graduer ça jusqu'à... Et je peux demander la lumière. Après, on peut graduer ça du plus simple, du plus concret au plus spirituel. Mais j'inspire, je bouche les 2 narines. Oui. Là, je vois comment ça circule entre mes 2 hémisphères, droite et gauche. Donc tout mon cerveau reçoit l'information. C'est toute l'information qu'on reçoit. J'expire par la narine gauche, tout ce qui empêche que ça vienne. Oui. Moi, alors ça, je fais tous les jours. Ça, je peux te dire que celui-là, je ne l'ai jamais lâché, la respiration alternée. Oui, et la cohérence cardiaque, la respiration du cœur, quand c'est nécessaire. Mais la respiration alternée, je pense que c'est un outil de nettoyage et de réceptivité de ce qu'on veut demander, et vous recevrez. Oui. Combien de temps tu le fais et tu conseilles, comme ça, quand on n'a pas l'habitude, par exemple? Je fais un cycle au moins de 8. Tu vois. 8 de chaque narine. Oui, mais tu le sens, encore une fois. Oui. Il faut faire confiance à sa conscience viscérale. Tu sens le moment où ça va. Il y a la cohérence. Il y a la cohérence entre ce que ton âme souhaite, ce que ton esprit vient de mettre en connexion avec l'univers et le cosmos, et puis ton corps. Tu le sens. Moi, je suis une grande pragmatique, mais je ne suis pas du tout une dogmatique. Oui, donc, 3 fois, 8 fois... Ce qu'on ressent, voilà. Et c'est bien d'avoir une forme de discipline aussi. Alors, c'est ce que j'ai appris grâce... ça, je le dois à Stéphane. C'est la reconnaissance qu'il faut un minimum de discipline. Ça ne viendra pas que par la grâce du Saint-Esprit. Cela dit, quand tu avais pris la robe, il y avait quand même une forme de discipline, j'imagine, dans ta vie. Pas tant que ça ? À part répéter mon mantra... Non, c'était une partie plus mystique. Non, la discipline, c'est là que je lui ai redonné les honneurs. Oui, c'est là que je reconnais que oui, c'est bien de faire le gant-douche au moins 3 fois par semaine. Allez, 1 fois par semaine. Avec l'huile de sésame. Avec l'huile de sésame dans la bouche.
Donc, c'est des rituels super simples qu'on a mis. Et on dit 21, mais comme il y en a 4 qui sont pour les saisons et 2 généraux, il y en a 17, 18 pour la journée. Oui. Bah, si on en fait 3, 4 par jour, c'est déjà bien. D'ailleurs, tu nous dis qu'une bonne respiration, ça peut faire de nous aussi de meilleurs amoureux et amoureuses. Et comment tu peux nous expliquer comment et pourquoi ? J'ai dit ça ? Oui. Toi, c'est pas idiot. C'est pas idiot, hein, quand même. Non, c'est pas idiot. Mais c'est vrai que quand on pense à l'extase... Et puis c'est vrai que moi je pratique cet art corporel du Wu Tao où on respire beaucoup par la bouche et qui est très gênante pour la plupart des gens quand on respire par la bouche, parce que quand on respire par la bouche, c'est l'allaitement, quand on allaite dans la transe amoureuse quelque part. On allaite H-E-L-E-T-E. Oui, on allaite. On allaite. Alors tu me demandes quoi à propos de ça ? Pourquoi ça peut permettre d'être... Ouais, je crois que libérer sa respiration... C'est capital. C'est capital. C'est toutes les tensions se manifestent par de la rétention respiratoire. Le diaphragme qui coince, quoi, toutes. Donc on revient encore une fois, je sais pas pourquoi, mais on aura dit ça beaucoup aujourd'hui, c'est qu'un des grands rituels, c'est la respiration. C'est ça. Donc sur tous les plans, et sur le plan amoureux, si on n'arrive pas à se lâcher dans la respiration, le corps, il va pas suivre. Hein. Alors tout à l'heure, on parlait de respiration, mais tu as parlé aussi de lumière. Et dans le livre, tu dis « Nous sommes un arbre de vie capable de devenir lumière ». Ah oui, ça c'est... Alors comment est-ce qu'on peut s'abreuver justement littéralement de lumière ? D'abord, il faut savoir qu'on est lumière. Si d'abord, on n'a pas cette reconnaissance spirituelle. Spirituelle veut dire esprit. Il faut jamais l'oublier, et pas âme. Donc si on n'a pas cette reconnaissance qu'on est un esprit en incarnation, et que cet esprit se manifeste le plus tangiblement pour nous, par nos sens, par la lumière, si on ne reconnaît pas déjà ça, d'ailleurs on le sait, tous les gens qui ont un peu médité, tous les gens qui ont des états de conscience altérés, ça se manifeste par un état de lumière. Ils sentent de la lumière. C'est plus de lumière. Alors lumière, la métaphore, c'est la vérité, c'est lucidité, la lumière. Je suis éclairé, j'ai de la lumière. L'esprit, il est lumière, ça veut dire il sait tout. On sait tout. On a tout en nous. Bon. Eh bien, la première chose, c'est de le reconnaître. Ça veut dire qu'on a une démarche spirituelle. Si on l'a pas, je sais pas quoi répondre. Moi, je parle aux gens qui ont une démarche spirituelle. C'est-à-dire, là, il faut qu'ils connectent avec le fait que esprit veut dire lumière. Donc, vérité. Vérité. Et c'est Platon, lui, qui disait, la beauté, c'est la splendeur du vrai. Eh bien, moi, quand j'ai commencé, moi, tout mon chemin, mes méditations et tout, c'était surtout ça. Il y avait de la beauté, il y a de la lumière, mais de la beauté. Et je dis ça dans l'introduction du livre. C'est Ivanov, le maître Omar Mikhail Ivanov, que j'ai connu, et que j'ai entendu un jour dire, mais de vive voix, je n'aimerais pas Dieu s'il n'était pas aussi beau. Et je me suis rendu compte que j'ai fait pareil, que si je suis devenue spirituelle, et plus encore si je suis ouverte aujourd'hui à la conscience divine, qui est encore un autre sujet par rapport à la conscience spirituelle, parenthèse encore à fermer, mais si je suis ouverte à ça, c'est parce que si je ferme les yeux et que je pense à Dieu, c'est beau. Oui. Quelle différence d'ailleurs tu fais ? Parce que là, tu as ouvert une parenthèse, mais on a envie de tirer le fil, comme avec toi. Il n'y a que toi qui fais ça. Il n'y a que toi qui rattrape. Je devrais me méfier parce que je le sais. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire l'incise parce que c'est de la vérité. Je ne veux pas ne pas l'avoir dit, mais c'est vrai que c'est un tout autre sujet. Je pense que beaucoup de gens dans la spiritualité confondent la conscience d'unité, la cohérence du moi intérieur, ce moi unifié, qui est l'objectif de beaucoup de spiritualité, la conscience d'unité avec la conscience divine, qui est quelque chose de tout à fait autre. Donc c'est un autre sujet pour quand tu veux, mais très important. Parce qu'on sait bien que beaucoup de spiritualistes peuvent être, entre guillemets, athées. C'est-à-dire, Dieu, c'est pas le sujet. C'est pas vraiment le sujet pour un spiritualiste traditionnel. Oui, c'est une question de transcendance versus immanence, on pourrait dire. Si tu veux, l'un pouvant être le meilleur de l'immanence et l'autre étant le mystère, l'ouverture au mystère de la transcendance. Et l'abandon. Et pour moi, c'est une spiritualité christique, à la différence d'une spiritualité... plus laïque, on pourrait dire. Oui, ou traditionnelle, ou plus laïque, ou plus orientale, extrême orientale, ou même religieuse, mais sans cette dimension d'amour de la beauté, donc de Dieu, de la vérité.
ça c'est une autre histoire, c'est une autre spiritualité. C'est celle-là qui m'intéresse personnellement, mais voilà. Et c'est pour ça que la beauté est si importante pour moi. Et ça n'a rien à voir avec la quête de narcissisme vaniteux. Et c'est pas pour... Mais je pense et je maintiens que notre corps, que notre façon de rayonner la beauté, d'avoir ce parfum de vivance dont on parlait, c'est le vrai test d'une spiritualité incarnée. C'est ça. Quand je suis un peu d'une humeur plus légère, je dis votre spiritualité, elle se voit à votre gueule. En gros. Oui, c'est ça. Alors justement, tiens, pour les plus pressés, là, ceux dont tu parles, ou les plus flemmards, donne-nous des rituels qui sont accessibles un peu à tous, parce que c'est vrai qu'on sait qu'on va pas faire les 17, tu l'as dit tout à l'heure. Donc tu parles d'une version pour spiritualistes pressés. Il y a des versions qui sont aussi plus simples pour débuter. C'est vrai que parfois, on lit des livres où ce sont des catalogues. Là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 21, mais il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait plus par lesquelles commencer. Alors on a parlé évidemment de la respiration, on a parlé du bain de bouche. Peut-être, les hydrolats. Moi, je trouve ça assez simple à faire. Par exemple, boire de l'eau. Oui. Tu vois, ce qu'on a essayé de faire, et ça, c'est vraiment l'objectif de ce livre, c'est que s'occuper de soi, les compléments alimentaires qu'on doit prendre, l'eau qu'on doit boire, la nourriture qu'on doit manger, respirer, faut bien respirer, se nettoyer les dents, faut bien se nettoyer les dents si on y rajoute en plus l'huile de sésame, ça devient une pratique spirituelle quotidienne. Oui. Et c'est ça qui déjà gagne beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je peux te dire que de mettre de la conscience pendant ces 2 années où j'ai écrit le bouquin dans tout ça, j'ai eu moins besoin de méditer. Oui, c'est une méditation, une méditation permanente. Oui. Permanente, qui n'est pas de la conscience corporelle, ce que je faisais avant, qui est la vie spiritualisée. Tu manges de manière spiritualisée, tu bois de manière spiritualisée, alors tu me parles des hydrolats. On sait aujourd'hui l'importance de l'eau. Un de ces 4, on saura que tout est vrai dans ce qu'on nous dit sur le véhicule informationnel qu'est l'eau, sur le fait qu'on est fait d'eau, et que sur le plan quantique, toute information que tu donnes passe par tous les liquides intérieure, donc la lymphe, le sang, etc., qu'on peut donc manger de la lumière et la faire passer par notre sang, et on peut le faire avec l'eau. Ouais. Donc oui, il y a les hydrolats qui sont eux-mêmes déjà chargés de toutes les vapeurs de plantes dont l'hydrolat est la résultante. Donc là, on sait ce qu'on boit. Si on boit de l'hydrolat de rose, on sait que ça va aider notre cœur. Donc moi, j'ai mes hydrolats, et aujourd'hui, le matin, quand je me réveille, c'est lequel aujourd'hui C'est lequel aujourd'hui? C'est quoi pour moi aujourd'hui? Ça fait rêver ce bar à hydrolat, on l'imagine chez toi. Là. Un petit bar à hydrolat dans ma cuisine, mais je l'ai vraiment. Oui. Et le matin, je me dis, alors c'est quoi aujourd'hui? Et les jours où tout va bien, je prends mon hydrolat de rose. Pour plus d'amour encore dans le corps. Alors tu le prends sous quelle forme? Je prends si c'est nécessaire, et ça, Stéphane le dit dans le bouquin, on se fait sa bouteille, on boit la bouteille toute la journée. Si c'est une cure, à nouveau, faut pas confondre la cure et la pratique quotidienne. Oui. Et de temps en temps, je me mets juste un bouchon dans un grand verre d'eau, et c'est mon travail spirituel de la journée. Je vais boire mon hydrolat de rose, je sais qu'il y a plein de roses évaporées là-dedans, et je bois de la rose, je bois de la beauté de la rose, je bois de l'énergie amoureuse de la rose, je bois de la gentillesse, ça dépend de ce dont j'ai besoin ou de ce que je suis en train de travailler, parce que chacun travaille sur d'autres. Il y a des moments où je travaille sur le chakra du cœur, je vais prendre de la rose. Le soir, je vais prendre de la lavande ou de la fleur d'oranger. Oui, je pensais à la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, mais ça, c'est une de mes préférées. Ouais. Ah ouais, j'adore. On parlait de café blanc d'ailleurs avec la fleur d'oranger. Ouais, je donnais ça à mes filles de temps en temps petites. Et voilà. Et moi, j'adore ça. Et ça marche. C'est pas seulement. Et quand on y rajoute la conscience, ça marche encore plus. Je m'en suis rendu compte de ça. Quand je prends ma fleur d'oranger le soir, j'ai des nuits autres. Ah oui, très douces et puis paisibles. Et puis il vient d'autres choses. Il vient des inspirations, d'autres choses. Calme, la paix, la beauté de la paix. Ça s'apprend, ça aussi, la beauté de la paix intérieure. Parce que pendant longtemps, on confond ça avec l'ennui. Oui. Alors j'imagine qu'il faut les prendre de qualité, ces hydrolats. C'est mieux. De préférence bio, etc. Bio, c'est sûr. Mais est-ce qu'il aurait quelques marques à nous recommander comme ça, Stéphane? Je sais pas. Toi, tu prends quoi, par exemple? Je sais qu'il prend celle de Nelly Grosjean, par exemple. Très bien. Toute la série d'hydrosol de Nelly Grosjean. Ouais. Et puis moi, par exemple, je travaille aussi beaucoup avec l'eau informée. J'ai donné la référence sur Origine 8 de gens qui informent l'eau d'une manière très intéressante.
Et je la réinforme après. Parce qu'encore une fois, c'est pareil. C'est pas parce que l'eau est informée, je ne cesserai de le dire. Et l'hydrolat peut être le meilleur du monde si nous, on ne rajoute pas en écho notre propre d'accord, notre OK à ce qu'on va ingurgiter, on perd 50 ou 80% d'efficacité. Ou plutôt, on peut augmenter spirituellement l'efficacité d'une manière quantique, informationnelle, quand on rajoute notre propre accord, j'aime bien le mot avec le corps, notre propre accord et notre propre demande. Demandez et vous recevrez. Et si on ne demande pas et on boit juste en espérant un miracle... Il faudrait refaire un film un jour, comme Super Size Me, en lui demandant de tester de la junk food, non plus avec cette idée que de toute façon, il aura des très mauvais tests à la fin, mais peut-être en pleine conscience pour voir si ça changerait les résultats. Mais moi, je peux te dire, je sais très exactement les moments où je fais une transgression. Oui. Et je te rappelle que, étymologiquement, transgression, ça veut dire passer vers. Il y a besoin quelquefois d'une transgression pour que la bascule se fasse au-delà de l'habitude. Donc, toute habitude, au bout d'un moment, devient sclérosante, même les meilleures habitudes. Donc il faut avoir un petit peu de temps en temps le goût de la transgression. Et même de la frustration, tu dis, la frustration est toujours un poison. Donc là, attention, erreur aussi. Ah mais tout à fait. Oui. La frustration et le côté ascétique, il faut, je dois, l'obligation. Et ça, bon, c'est Stéphane qui en parlerait. Je pense que le travail que nous avons fait ensemble, lui, c'était son truc. Enfin, c'était mon interpellation, d'ôter ce côté psychorigide que peuvent avoir certains thérapeutes ou certains naturels. Ma technique devient mon dogme. Allez, un petit coup de léger, là, ça va. Oui, c'est ça. Ça me rappelle un de mes amis naturopathes qui disait « j'ai toujours été le vilain petit canard de la... » Christian Brincet, son nom me revient, de la naturopathie, parce qu'il dit « je mange, je sais plus ce qu'il mangeait », qui paraissait abominable pour des naturopathes. Mais voilà, c'est bien, effectivement, la transgression et puis s'autoriser. Alors, tu parles aussi de la douceur en disant « je travaille sur moi dans la douceur », qui est un de tes mantras. On n'est rien sans la douceur, tu dis. Alors, tu parles du rituel sur se brosser, donc le rituel qu'avait choisi Stéphane, que je ne connaissais pas, là, pour le coup. C'était se brosser le matin à sec. Oui. Et alors, évidemment, on prend une petite brosse faite pour, en fait, de bonne qualité. Et l'idée, c'est de se brosser. On se brosse, donc Et Stéphane insiste bien, quand il décrit le rituel, doucement. Enfin, c'est le monsieur qui lui a appris ça, qui disait « il faut se brosser doucement ». Eh bien, ça, pour moi, ça a été une vraie expérience. La pratique de me brosser en douceur. Tu vois, se brosser dans le sens du poil. Oui. Tu vois ? Encore une fois, on pourrait croire que tout ça, c'est de la vanité, s'occuper de soi. Mais se brosser dans le sens du poil, c'est-à-dire pouvoir se dire des choses gentilles à soi, être douce pour soi. C'est une grosse victoire. Et moi, ce rituel-là, de se brosser le matin, ce qui fait, tu vois, vraiment la poussière de peau qui s'en va. C'est très intéressant. Ouais. Avant de se huiler à l'huile de sésame ou une autre huile ozonée, d'huile d'olive ou autre huile, de coco ou autre chose. Cet acte de la douceur et toute cette et donc j'ai développé cette idée d'entrer en douceur. Comme on dit, on entre en sainteté ou quand on entre... Entrer en douceur, c'est un univers. C'est un univers. Et ce rituel-là du matin, que j'ai beaucoup fait et que je fais régulièrement là, pour le coup, parce que dès le matin, il me rappelle que d'abord, j'ai le droit de me brosser dans le sens du poil. C'est-à-dire de savoir ce que j'ai de bien et de laisser partir toutes les petites poussières au jour le jour qui se sont accumulées sur la peau. C'est ça, comme une nouvelle peau. Ouais, chaque jour un petit peu. Et la douceur, c'est vrai. Alors ça, c'est encore un de mes thèmes pour l'avenir. Tu me demandais comment retrouver de l'envie. Se donner déjà un peu de douceur à soi-même. Arrêter d'être aussi dur avec soi-même. Tu parlais de ça. Oui, d'accord, on est accablé. Oui, on n'est pas bien. Oui, on va pas rajouter l'insulte à l'injure. Peut-être que c'est le moment de se souvenir ce qu'on a de bien ou de demander à quelqu'un de nous dire « Rappelle-moi là fais-moi un compliment ». C'est ça. Alors, se frotter comme ça, c'est faire sa mue d'une certaine manière. Ah oui, sur le plan physique, c'est vraiment comme une petite mue quotidienne. Parce que ça nettoie vraiment toutes les petites poussières. Par contre, on ne le fait pas tous les jours en termes de rituel, parce que c'est peut-être un peu abrasif. Non, Stéphane dit que non. Voilà, Stéphane dit que non, parce que c'est pas abrasif et que c'est très doux. Et que tu t'huiles derrière. Oui. Donc quand je l'ai fait là pendant 1 an, vraiment tous les jours, non, c'était pas du tout abrasif. Et tu as vu quoi comme bienfait sur le plan physique ? La peau, après, alors là, c'est pas mon rôle de parler des effets physiques, mais j'ai quand même bien vu la peau s'adoucir, la peau...
Elle s'adoucit. Elle s'adoucit. Oui, capitale de la douceur. Capitale de douceur. De douceur, c'est ça. Ouais, ça, je l'ai vu. On pense aussi à Sophie Fontanelle qui vient de sortir son livre sur le sujet. Alors, tu parles d'entrer en résonance avec les saisons, tu le disais au début, pour être aligné, se renouveler justement spirituellement, psychiquement, physiquement à chaque nouveau cycle. Alors, qu'est-ce que tu nous préconiserais là ? Alors, tu vas nous parler de ça et puis ensuite nous dire ce que tu préconises là à l'approche de l'hiver. D'accord. Alors, déjà, les saisons, on a fait des rituels saisons. Donc ça, c'est pas les rituels quotidiens. Il y a les rituels quotidiens, puis il y a les rituels saison et les petits en cas que. Les huiles essentielles, l'argile, pour quand besoin. Oui. Mais et je pense que l'éditrice le souhaitait, et on a trouvé que c'était très juste de dire, il y a des moments spéciaux dans la vie, et les passages de saison en sont. Et que c'est très important à ce moment-là de s'accompagner dans le passage de saison. Donc, en plus, ça, c'est un de mes grands sujets sur mon école en ligne. Alors, tout un parcours études sur l'esprit des saisons. Oui. Très, très approfondi. Ah oui, j'ai vraiment tout dit sur comment se préparer à chaque saison. Je fais ça aussi encore aujourd'hui en atelier, en université. Je fais mes universités au solstice et aux équinoxes avec une préparation à chaque saison. Et donc, vraiment, si quelqu'un a envie de travailler avec les saisons, il y a tout ce qu'il faut sur mon école en ligne. Là, on a laissé l'esprit de chaque chose, parce que c'est encore comment je vais mettre de la conscience à ce que je fais pour l'automne et ce que je fais pour l'hiver. Bon, parlons de l'automne, puisque déjà, avant de commencer, peut-être l'hiver. Mais là, l'automne, c'est vraiment le moment des résolutions. C'est vraiment le moment du commencement. C'est le vrai commencement lunaire. C'est pas le premier de l'an. C'est pas... Le vrai commencement, il est là. Donc, c'est le moment de faire un triage, de lâcher... on a fait ses récoltes, de mettre au compost ce qui doit être au compost. C'est très symbolique. Et de garder ce qu'on veut garder. Et de préparer les plantations pour avoir le printemps et le jardin, le nouveau jardin qu'on se souhaite. Donc, par exemple, maintenant, c'est le moment de faire ce type, en conscience, quoi qu'on fasse d'abord, au quotidien, quoi qu'on fasse, d'avoir cette conscience-là. Oui. Ça, c'est l'essentiel. Comme quand on va rentrer en hiver, être conscient que là, on va entrer en période de gestation. C'est un temps de gestation, l'hiver de notre enfant Christ, de notre enfant roi, de notre enfant divin. Et donc là, il va falloir accepter d'être comme une femme enceinte. De gester, de pas savoir. On sait pas ce qui va sortir au printemps. On sait pas. On accueille le mystère, justement. Voilà, c'est le temps du mystère. Et il y a comme ça plein de rituels qu'on peut rajouter. Mais encore une fois, c'est la conscience qui est importante. C'est ne pas manger des tomates en plein hiver. Ça, c'est pour le côté... Mais ça vaut aussi ne pas se dire en hiver, je vais me mettre au travail, je vais faire un gros travail pour comprendre ceci ou cela. Tu peux toujours essayer. Le cerveau, il va pas suivre. Mon médecin chinois, quand je préparais des courses à pied ou marathon, il me disait « Arrête de courir en hiver, tu gâches toute ton énergie. » Exactement. C'est pas le moment d'aller se faire des grosses randonnées. Et c'est pas le moment... Exactement. Et ça, c'est mettre le corps au rythme de la saison. C'est aussi une manière d'honorer la nature. Oui, puis de se reconnecter à notre horloge biologique, à un rythme, alors que c'est vrai que la machine nous impose un temps, ou nous laissons imposer un temps par la machine, je ne vais pas l'accuser, on n'est pas victime de la machine. Non, mais c'est à nous d'accompagner. Notre rythme. Oui, c'est à nous de l'accompagner. Et tu parles du temps, ça vaut pour l'âge, ça vaut pour vieillir. Et ça aussi, c'est très important dans mes rituels, enfin dans ce bouquin. C'est très, très important de comprendre que cette vivance, c'est ça qu'il faut faire descendre dans le corps au fur et à mesure. Et plus encore quand les années passent. Oui. Parce qu'on devient vieux quand on ne s'intéresse plus à rien. Quand on n'a plus cette vivance, cette curiosité de vie, cette curiosité spirituelle. On n'a plus de curiosité du mystère. C'est ça. Comment cultiver ça ? Comment cultiver ce que j'appelle sa maturité juvénile. Ah, c'est beau ça. On voit que certaines personnes vraiment ont ça... Typiquement, chez des personnes âgées, ils sont pétillants, on voit dans leur regard. Oh, c'est beau. Ah ben c'est ça qui est beau. C'est ça l'objectif de ce bouquin. Oui. La vraie beauté, c'est ça. Et elle défie l'âge, cette vraie beauté. Elle défie aussi les traits. Tous les gens qui sont objectivement pas très très beaux dans les traits. Mais dès que le regard s'allume, dès qu'il y a cette vivance, dès qu'il y a ce parfum d'amour mais personne peut ne pas être beau ou belle avec ces trois ingrédients. Personne. C'est irrésistible. C'est irrésistible. Et tu vois plein de gens qui ont des traits formidables, etc. Avec le trait sec et très machin, cul serré. Ouais, d'accord. Se passe rien. C'est bien pour une photo. C'est bien pour une photo. La vie ne circule pas. Comment cultiver ça ? On a l'impression parfois que certaines personnes... La maturité juvénile, la curiosité.
La curiosité, encore une fois, l'amour du mystère. C'est pour ça, pour moi, ça c'est vraiment cette fameuse conscience divine dont on a parlé. L'amour, la rencontre avec ce mystère qui s'illumine sous forme de la beauté de Dieu qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Mais ce qu'on connaîtra, c'est cette beauté, cette lumière. Ça, tout le monde sait. On a des échantillons. C'est ça. Ne serait-ce que pendant l'orgasme. C'est-à-dire, il y a quelque chose où tout s'illumine. Et il y a une paix. Tout va bien pendant quelques secondes, mais tout va bien. Et comment ça se cultive ? C'est la curiosité de l'autre, la curiosité du mystère, la curiosité de demain, la curiosité de ce qui va se passer pour les prochaines générations. C'est d'être curieux de la vie et puis surtout d'avoir envie de porter cette curiosité, de la laisser pétiller, quoi. Moi, j'ai vu des gens à 40 ans qui l'ont pas. T'as des gens qui l'ont à 70, à 80, et t'as des gens à 40 ans, ils ont l'air vieux. Ah, ils sont déjà morts quelque part. Ils sont vieux, ils sont plus curieux, ils sont pas enthousiastes. Regarde, le beau mot. Tu me dis comment le cultiver, avoir de l'enthousiasme. Entheos. Laisser ce divin, ce mystère du divin pénétrer en nous, c'est ça l'enthousiasme. C'est se laisser ensemencer par le divin. Par le mystère. Par le mystère. Par le mystère, puisqu'on ne sait pas. Oui. Mais donc être curieux de ce mystère. L'émerveillement. Ça, c'est des outils à développer. Tu dis aussi que c'est important parfois de simplement s'arrêter, stopper l'agitation autour de nous, prendre le temps d'écouter. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un autre outil, mais ça, tout le monde le connaît bien. C'est faire des stops, à pas attendre que la vie nous arrête. C'est ça. Aruna, on s'approche de la fin de ce podcast. On a parlé de la bouche, mais parlons donc aussi un peu des pieds. Pour être bien de la tête aux pieds. Exactement. Alors les pieds, on les pour a un mis bon dans équilibre. Les pieds rituels. Le pied, c'est le rituel du bain de pied que propose Stéphane et que j'ai donc élaboré pour savoir qu'est-ce qu'on peut y rajouter. Alors bien sûr, tout le monde sait que ça soulage les tensions, que si on met un peu de lavande ou du gros sel, on sait que ça nettoie. Donc tout est bien expliqué. Et on sait que la plus grande concentration des terminaisons nerveuses sont dedans, que le diaphragme est lié le plexus solaire est lié au pied. Bon, tout ça, c'est la partie naturopathique. Ouais, puis en réfléxo, on sait que c'est des points extraordinaires. Bien sûr, on sait qu'il y a tout là-dedans. Ouais. Moi, dans mon travail à moi, qui est souvent une de mes références étant l'arbre de vie, les pieds, c'est Malkout, c'est le royaume. C'est vraiment notre royaume. C'est à la fin la concrétisation du ciel. Ouais. Bon. Donc tout ça, on peut le dire intellectuellement, on le sait, puis on connaît les pratiques naturopathiques, là. Et moi, pour le bain de pied, je suis revenue au lavage des pieds des apôtres. C'est très beau, ça. Et moi, moi, ça me parle. Après, c'est vrai que... Après, voilà, ça parle à qui ça parle. Mais moi, je pense que, bien sûr, dans un premier temps, c'est liquider sa journée. Liquider, je la mets bien, c'est au sens propre du terme. Je liquide ma journée. Je laisse tout partir dans l'eau à la fin de ma journée. Ça, quand j'en ai besoin, effectivement, je le fais. Ça, la première chose, je liquide ma journée. Et après, si on veut faire un petit travail, une petite méditation pendant qu'on a les pieds dans la bassine, c'est sûr qu'on peut s'interroger sur ce rituel. Acte d'amour, Marie-Madeleine qui lave les pieds du Christ. Acte d'humilité, le Christ qui lave les pieds à ses apôtres. Donc on voit que la symbolique, elle va très, très, très au-delà de juste liquider sa journée. Bien sûr. Et là, on a des grosses, grosses questions sur l'humilité. Par exemple, sur ne pas prendre les gens de haut. Tu dis de la tête aux pieds, ne pas les prendre de haut. Sur l'amour, qui se manifeste par, on se dit, se mettre au pied d'eux, mais en même temps, on a toute la symbolique sexuelle. Je prends mon pied. Je prends mon pied. Donc, quand tu médites là-dessus, pendant que tu prends ton bain de pied, il peut venir beaucoup de choses super intéressantes sur ce que peut apporter prendre un bain de pied le soir. Ça peut nous mettre en connexion avec quelque chose de beaucoup plus important, qui est le sacré de la sexualité, via l'humilité. Pouvoir se mettre au pied de quelqu'un. Les chevaliers se mettaient au pied de leur dame. Qui sait encore se mettre au pied de quelqu'un ? Qui c'est qui mettait un genou à terre ? Les enfants font ça souvent, c'est vrai. On aurait à prendre exemple dessus. Oui. Et moi, quand je me prends mon bain de pied, je me pose beaucoup de questions sur où j'en suis, par combien je me suis encore énervée sur des élèves, au lieu de laisser l'amour passer d'abord. Sur toutes ces petites choses-là, et puis sur
se purifier. On est en train de purifier la matière jusqu'au bout, là. Jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des orteils. Purifier la matière pour laisser entrer une concrétisation de l'amour dans la sexualité de manière sacrée. Prendre son pied. Prendre son pied. Et puis on sait encore une fois qu'en acupuncture, il y a des zones effectivement érogènes là au niveau des pieds. Tout à fait. D'ailleurs dans les textes sacrés, c'était toujours une métaphore de l'acte sexuel. Toujours. Et puis je crois qu'au niveau hormonal aussi, il y a des points très importants. Alors évidemment, dans le pied, il y a tout. Mais là, l'autre jour, j'écoutais une émission d'acupuncture. Il parlait de 2 doigts en dessous de la malléole, que ça rééquilibrait aussi au niveau hormonal. Voilà, c'est sûr. Je suis sûre qu'il y a tout dans les pieds. Voilà, donc massons-nous les pieds, dans la bassine, réfléchissons, prions, évacuons. Et toujours encore, on va redire, et demander. Demander quelque chose par rapport à la sexualité sacrée, là, par exemple. Ouais. Vous recevrez. Demander des informations. Parce que combien de fois on me demande, mais c'est quoi une sexualité sacrée ? Personne ne va savoir répondre exactement. Mais en faisant son bain de pied, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur le fait que ça demande déjà de l'humilité. Oui, puis et de l'amour de l'incarnation. Ah oui. Et de l'amour de l'incarnation. Les pieds représentent la part incarnée, notre royaume incarné. Donc l'amour de l'incarnation, tu me parlais tout à l'heure de ramener l'envie. Oui, puis ça revient à cette question que je ne t'ai pas posée, que j'avais dans ma trame, qui était vraiment accepter sa propre naissance et sa place légitime sur Terre. Hein. C'est le point de départ de toute vie heureuse, tu dis, et c'est vrai que les pieds, être incarnés, bien plantés aussi dans ses racines. C'est avoir dire oui à sa naissance. C'est toujours la même... accepter l'incarnation commence par un oui, sans oui mais, à sa naissance. Mais ça, c'est encore un énorme sujet, un énorme fil, mais ça, c'est quand tu veux, parce que je trouve que cette année, tu me demandais par rapport à cette année, cet hiver qui vient, je trouve que cette année, on est invité vraiment à faire un travail là-dessus, sur où on en est, de nettoyer tout ce qui peut rester encore d'emprisonnement dans notre naissance. On pourra peut-être se donner rendez-vous début d'année 2022, justement. Oui, ce sera important pour cette année qui vient, de faire ça. Très bien, mais Aruna Lipchitz, merci infiniment pour ce moment de douceur partagé avec toi et tes précieux conseils. Et puis évidemment, on pense à Stéphane Jolin, ton co-auteur. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui étaient passionnés, j'en suis sûre, je rappelle le titre de ce livre que vous avez coécrit, Rituel d'énergie. Dans cette nouvelle maison très jolie d'édition, Le Lotus et l'éléphant, qui est disponible depuis le 6 octobre en librairie. On peut également te retrouver sur ton site aruna.com, également sur tes réseaux sociaux, arunalipchitz.com, Aruna Lipchitz, que ce soit sur Instagram, etc. Oui, c'est surtout sur voixdel'amoureux.com. Et Voix de l'amoureux pour toutes les formations et suivre les conférences dont tu parlais tout à l'heure. Merci beaucoup, Aruna. Ok, merci à toi, très fort. Avec plaisir. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.